Et donc notre invité en plateau, Romain Gras, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Jeune Afrique. Le Qatar signe là un gros coup diplomatique. Il faut attribuer à Doha ce succès? Je dirais que le timing de la rencontre est peut-être surprenant, mais l'implication du Qatar l'est beaucoup moins. Il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, en janvier 2023, Doha avait déjà essayé de réunir les deux présidents. Un sommet avait été prévu et il avait été annulé à la dernière minute. Et entre-temps, Doha a continué à manifester peut-être plus discrètement sa disponibilité à s'investir dans une médiation entre les deux présidents. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis la prise de Goma, les efforts se sont visiblement intensifiés. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar s'est rendu notamment au Rwanda et en RDC après la prise de Goma par le M23. Et tout s'est un peu accéléré ces derniers jours jusqu'à cette rencontre un peu surprenante au regard du timing, parce qu'au même moment, il devait y avoir une rencontre entre les autorités congolaises et les rebelles du M23. Et l'absence hier à Doha du M23, est-ce qu'elle ne pose pas de problème ? Elle pose problème au sens où elle hypothèque peut-être un peu les chances de la médiation pilotée par João Lourenço d'aboutir un jour à un résultat concret. Les autorités angolaises ont annoncé le 11 mars cette rencontre entre les autorités congolaises et les rebelles du M23, alors même que les autorités congolaises n'avaient pas encore communiqué dessus et continuaient à faire de ce rendez-vous une forme de ligne rouge. Elles avaient finalement accepté de rencontrer les rebelles à Luanda, mais ces derniers ont parce qu'elles étaient sous pression, les autorités congolaises. Pourquoi ce revirement aussi ? Le contexte a beaucoup changé depuis le mois de décembre dernier et la rencontre avortée entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Les rebelles du M23 ont énormément progressé sur le terrain. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu. Le contexte diplomatique a aussi beaucoup évolué. Il y a eu un regain de pression sur le Rwanda avec des sanctions économiques et individuelles qui ont été prononcées par plusieurs pays. Donc ça a mis un peu de pression peut-être aussi sur le Rwanda. Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi s'est un peu retrouvé à court d'options militaires sur le terrain. On l'a vu encore dernièrement avec le retrait annoncé de la SAMI d'IRC. Donc ce changement a peut-être aussi mis en place des conditions plus favorables pour que les autorités congolaises acceptent de négocier avec le M23. Alors regardons les termes du communiqué qui est sorti après cette rencontre. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Aurélie Bazara-Kimangula, notre correspondante à Kinshasa, nous disait que c'était la même formule qui avait été utilisée lors du dernier sommet de la SADC. Ça n'avait rien donné par la suite. Non, je pense qu'il faut rester assez mesuré sur l'efficacité des cessez-le-feu. Il y en a eu plusieurs ces 3 dernières années. Ils ont été à chaque fois pas respectés par les parties dans le conflit. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, du communiqué qui est parti hier, c'est qu'il renvoie aussi les deux acteurs au processus conjoint entre l'EAC et la SADC. Il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux organisations régionales qui s'est tenue lundi à Harare et qui a mis en place une nouvelle feuille de route. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une forme de cacophonie dans les processus de médiation. Ce processus conjoint semble désormais destiné à prendre le relais, d'une certaine manière, de celui piloté par l'Angola, qui bénéficiait peut-être d'un peu de crispation, notamment du côté de Kigali. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toujours difficile de comprendre sur quelle base on peut réellement obtenir des avancées au-delà d'un cessez-le-feu. D'ailleurs, le M23 ne figure pas du tout dans le communiqué. Moi, j'ai du mal à le comprendre, ça. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faut lire entre les lignes ? Est-ce qu'il faut lire que le Rwanda remplace là le M23 dans son implication dans cette guerre ? Dans le communiqué de l'EAC et la SADC, vous voulez dire ? Non, le communiqué qui est paru hier entre Tshisekedi et Kagame. Le M23 ne figure pas du tout dans ce communiqué. Le M23 ne figure pas du tout dans ce communiqué et c'est d'une certaine manière un moyen pour le président Kagame d'obtenir aussi de se poser en interlocuteur direct de Félix Tshisekedi, mais c'est aussi pour Félix Tshisekedi qui ne voulait pas se retrouver directement avec le M23 à la table du M23, j'allais dire quelque chose d'assez arrangeant pour lui, parce que ça lui évite de commencer ses négociations aussi par ce qui était prévu à l'origine à Luanda, c'est-à-dire une rencontre entre les autorités congolaises et le M23, et de s'adresser à celui que lui considère comme l'interlocuteur principal dans ce dossier, c'est-à-dire Paul Kagame.
dont les troupes soutiennent le M23 sur le terrain. Et la participation de Kagame, est-ce qu'elle ne pose pas une question sur est-ce qu'il n'est pas en train de concéder sa responsabilité, lui qui nie toute implication aux côtés du M23 ? Je pense qu'il faut différencier aussi les deux processus. Il y a la rencontre qui a eu lieu hier à Doha, et puis il y a ensuite le processus qui est mis en place aujourd'hui entre l'EAC et la SADC. Et dans ce processus, on revient toujours sur les mêmes... on ne mentionne toujours pas d'ailleurs le rôle du Rwanda dans ces processus, mais on revient toujours sur les mêmes demandes, c'est-à-dire celle de gérer à la fois la question des FDLR, la question de la sécurisation des zones que le M23 contrôle, sans jamais vraiment demander un retrait à court terme de ces troupes, ce que Kinshasa réclame depuis plusieurs mois. Le M23 qui avait donc annulé à la dernière minute sa participation aux négociations à Luanda. La raison de ce revirement, ce sont les sanctions imposées par l'Union européenne contre différents chefs militaires et d'ailleurs des militaires aussi rwandais. En quoi est-ce lié ? Je pense que du côté du M23, ces sanctions au départ, il faut quand même rappeler qu'elles étaient au départ censées être adoptées à la fin du mois de février dans une séquence où plusieurs autres pays avaient pris des sanctions similaires contre le Rwanda. Elles ont été décalées à l'origine sur la base du veto d'un des pays membres, le Luxembourg, qui ne voulait pas à l'époque perturber les processus régionaux, sauf qu'aujourd'hui elles ont été approuvées à la veille d'une rencontre décisive entre les autorités congolaises et le M23. Et ça c'est plutôt surprenant. Ouais. Le timing est assez surprenant, et derrière ça a donné en quelque sorte au M23 un prétexte pour ne pas venir à Luanda et ne pas donner l'impression, je pense, de leur côté qu'ils négociaient sous une forme de contrainte alors qu'ils ont l'avantage sur le terrain militaire. Alors justement, je crois que vous étiez sur le terrain il y a quelques temps dans l'est de la RDC à Goma. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur l'avancée du M23 ? Aujourd'hui, ils ont pris Goma, Bukavu. Ils avancent aussi dans la région du Nord Kivu ? Ils avancent dans la région du Nord Kivu, ils avancent dans la région du Sud Kivu. Il y a aujourd'hui 3 fronts dans l'est de la RDC. Il y a un front au nord qui est un peu bouché d'une certaine manière par le renforcement des troupes rwandaises en territoire de Lubero, qui est un territoire où les rebelles du M23 sont présents. Il y a le front de l'Ouest qui a connu des avancées récemment. Le M23 a progressé vers Walikale, qui est le chef-lieu du territoire éponyme, qui est le plus grand territoire du Nord Kivu et qui est un peu une étape clé vers l'une des plus grandes villes de l'Est du Congo, qui est Kisangani. Et vous avez le front au sud, où après la prise de Bukavu et de son aéroport à Kavumu, les rebelles ont continué à progresser. On a un temps cru qu'ils allaient progresser rapidement vers Uvira, qui est une menace directe pour le Burundi. Ils ont, semble-t-il, pris une route plus vers l'intérieur du territoire, mais ils ne cachent pas leur ambition aujourd'hui d'atteindre d'autres provinces plus stratégiques comme le Katanga, et notamment Kalemi, qui est en province du Tanganyika, ce qui serait pour le coup un véritable tournant dans le conflit. Et comment est-ce qu'ils gèrent autant de territoires ? C'est difficile à dire aujourd'hui. Je pense que le fait que le front est aussi stagné, ça peut aussi être apparenté à une pause opérationnelle de leur part. Ça peut leur laisser aussi le temps de structurer un peu leurs différentes emprises. Aujourd'hui, à Goma, par exemple, ça leur a pris plusieurs jours avant de sécuriser vraiment l'intérieur de la ville. La situation à Bukavu semble un peu plus délicate encore qu'elle ne l'a été à Goma. Donc il y a aussi une question logistique que les rebelles tentent, je pense, de gérer avant de pouvoir réellement progresser au-delà des positions qu'ils occupent aujourd'hui. Merci infiniment Romain Grade de nous avoir éclairé sur ce qui est en train de se passer dans l'est de la République démocratique du Congo, et on vous lit dans Jeune Afrique. Merci.